on va aller dans du plus concret peut-être maintenant. On a deux interventions, hein, celle de mon ami Guillaume Bernard et celle de mon autre ami Raymond Le Guidec. Alors, que dire pour présenter Guillaume Bernard? Que c'est un politologue qui traite de tout ce que concerne la cité. Vous trouvez, vous le voyez dans les télévisions, dans les radios, dans les journaux. C'est l'universalisme chrétien, c'est un thème qui t'est cher. Et il n'arrête pas d'écrire non plus. Je citerai, parce que c'est un excellent ouvrage, son ouvrage d'octobre 2023, De colère fracassante dans l'ignorance, et qui est un sujet intéressant, hein. Il fallait le trouver, c'est le dialogue entre l'enfant à naître et sa mère qui envisage d'avorter. Donc un excellent ouvrage que je ne peux que recommander. Donc Guillaume, si tu en es d'accord, ben, je te laisse parler donc du complotisme, qui est quand même un thème on ne peut plus à la mode au jour d'aujourd'hui. On est soit complotiste, soit anti-complotiste, mais on n'est pas neutre. À toi. Merci beaucoup. Juste prendre... Excuse-moi. Merci infiniment, Jean-Claude. Merci, Monsieur le Président. Je dois remercier bien sûr le comité scientifique de ce colloque de m'avoir fait confiance. Je suis obligé de vous présenter mes excuses parce que j'ai une voix un peu éraillée et je risque d'avoir une quinte de tout. Mais enfin, je vais essayer de faire au mieux. Je vous présente aussi d'une certaine manière mes excuses dans le sens où, ayant été malade cette semaine, peut-être que mon papier n'est pas aussi abouti qu'il devrait l'être. En tout cas, j'essaierai naturellement de le peaufiner pour la publication. Le sujet que j'ai accepté de traiter est encore une fois, je dois le dire, beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais lorsque j'ai commencé à travailler la chose. Et donc, c'est une étape, je tiens à le préciser, bien sûr, c'est une étape dans une recherche que je vous présente aujourd'hui. Le concept donc de théorie du complot est, semble-t-il, apparu en 1964 dans une note de la CIA visant à dénoncer ceux qui discutaient du rapport Warren à propos de l'assassinat de Kennedy. Il est cependant certain qu'il existe des théories du complot depuis au moins l'époque moderne, dénonciation du complot jésuite pendant l'Ancien Régime, du complot maçonnique ayant préparé la Révolution. La théorie du complot consiste en l'interprétation d'un événement historique ou d'actualité comme étant la résultante d'un plan concerté et orchestré dans l'ombre par une minorité active malveillante. Dès lors, le complotisme considère que l'explication officielle qui ne révèle pas cette machination secrète est un mensonge complice. Être accusé de complotisme est assurément disqualifiant tant celui qui est visé serait irrationnel, voire paranoïaque. Il arrive cependant que certains auteurs soient tout de même un peu plus prudents et évitent, je dirais, une accusation qui peut parfois porter à la condescendance. Ainsi, très récemment, la journaliste Emmanuelle Anison a-t-elle qualifié de défiants et non pas de complotistes ceux qui s'intéressent à la célébrissime affaire Jean-Michel Trogneux. Le complotisme n'est pas un courant politique. Il n'y a pas de programme du complotisme et une même thèse complotiste peut glisser sur le spectre politique. Ainsi, par exemple, la dénonciation de la synarchie est-elle passée de l'extrême droite avec le docteur Henri Martin, vous savez, celui qui avait été le chef du 2e bureau de la Cagoule, à l'extrême gauche avec les travaux actuels de l'historienne marxiste revendiquée Annie Lacroix-Rise, tandis qu'un historien qui, lui, je crois, ne trahir aucun secret ici en le disant, est un historien de droite, Olivier Dard, considère ce complot capitalistico-administratif, n'est-ce pas, comme étant un mythe. Le complotisme n'est donc pas un programme politique, le complotisme n'est pas non plus une mouvance qui s'est autodéfinie, mais elle a été délimitée par ceux qui se sont érigés en adversaires, ce qui a peu ou prou conduit à
tout de même quelque peu artificiellement, créer une certaine solidarité là où il n'y avait pas d'unité, tant les théories du complot sont disparates à propos des pyramides égyptiennes, par exemple, ou de l'alunissage en 1969. Il faut cependant relever que le complotisme peut, à certains égards, s'apparenter à un système de pensée dans la mesure où l'adhésion à une thèse complotiste conduit relativement souvent à s'intéresser à d'autres. C'est en tout cas ce que semblent révéler certaines enquêtes d'opinion. J'y reviendrai. L'enjeu social du complotisme n'est pas seulement intellectuel, mais aussi symbolique. Les complotistes tendent à retourner en étendard glorieux l'étiquette infamante qui leur est imposée. Être complotiste, ce serait être plus perspicace que les autres, ou du moins avant les autres. Il n'y a de complotisme que tant que le complot n'a pas été démasqué, il n'y a de théorie que tant que celle-ci ne s'est pas révélée juste. Le complotisme peut prendre comme figure tutélaire un homme, vous le savez bien, et je suppose que mon collègue Antoine Ploux en parlera sans doute demain, un homme comme Julian Assange, auteur d'un court texte en 2006, intitulé « Conspiracy as Government ». Et naturellement, il dénonce la conspiration comme étant une méthode utilisée par les tenants du pouvoir. Complotistes et anticomplotistes revendiquent tous la recherche de la vérité et accusent le camp adverse d'être, sinon les tenants, du moins les marionnettes de la post-truth society. Les uns, comme les autres, se revendiquent sceptiques, tandis qu'ils considèrent leurs adversaires comme crédules. Alors, l'objet du présent travail n'est pas d'analyser chacune ou même certaines des thèses complotistes, même si j'y ferai allusion à un certain nombre d'entre elles au cours de cet exposé, et encore plus, je dirais, dans la version écrite, car j'ai été obligé, évidemment, de sabrer pour essayer, je dis bien essayer, de tenir le temps imparti. Bon, donc je ne vais pas analyser chacune des thèses, ou même, et encore moins, l'ensemble des thèses complotistes, ainsi que leur réfutation, mais je vais vous proposer une compréhension globale du complotisme et, me semble-t-il, indissociablement de sa condamnation contemporaine. Que signifie, sur le plan philosophique et politique, cette quête pour la vérité? Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai peut-être pas eu suffisamment de temps, et, étant donné mon état de santé de ces derniers jours, pour construire un plan qui soit suffisamment élégant pour être organisé en parties et sous-parties. Et donc, pour l'heure et pour l'exposé oral, je me contenterai d'un certain nombre de subdivisions. Une fois, Michel Villet avait fait un exposé en 12 points. Bon, alors je vous rassure, comme je ne suis pas Michel Villet, eh bien, je n'en ferai que 9. La métamorphose du couple comploteur-complotiste, c'est le premier point. L'articulation de ce couple, comploteur-complotiste, semble avoir connu, au cours de l'époque contemporaine, 3 métamorphoses. Une métamorphose quant au mécanisme dénoncé, c'est la première métamorphose. Le complot d'hier était ourdi du bas vers le haut. Il s'agissait de subvertir l'Église, de renverser la monarchie ou de paralyser la Révolution. C'est que les tenants du pouvoir au cours de la Révolution française n'ont eu de cesse d'accuser leurs concurrents d'ourdir des complots pour paralyser la Révolution. Donc le complot d'hier était ourdi du bas vers le haut, était ascendant. Il semble aujourd'hui que le complot va du haut vers le bas, qu'il est descendant. Les comploteurs entendraient surveiller et soumettre le peuple. Deuxième métamorphose, une métamorphose quant à l'auteur de l'accusation. Le complot d'hier était dénoncé et subi par les titulaires ou du pouvoir ou les sectateurs de ce pouvoir. Celui d'aujourd'hui est dénoncé par les concurrents ou opposants au pouvoir qui l'accusent, lui, de comploter. Troisième métamorphose, me semble-t-il, quant à l'accusé principal, n'est-ce pas, de la dénonciation. Le complot d'hier mettait sur la sellette le comploteur. Il me semble qu'aujourd'hui, celui qui est surtout, je dirais, désigné à la vindicte populaire, c'est
eh bien, non plus l'auteur du complot, mais celui qui, eh bien, dénonce le fait qu'il y aurait un éventuel complot. Deuxième point, vous voyez que les points vont quand même relativement vite, les différents degrés du complotisme. Il semble possible, étant donné ce que nous venons d'établir, ou du moins ce que je viens de vous proposer d'établir, il semble possible de distinguer plusieurs niveaux de complotisme et donc différents visages du complotisme. Il y a d'abord évidemment les auteurs de théories complotistes. Pensons bien sûr à l'abbé Augustin Baruel ou plus récemment à Thierry Meyssan. Je ne cite que ces noms-là pour aller vite, je ne les mets pas en accusation particulièrement eux, rassurez-vous. Ils peuvent être motivés tant par la recherche de la vérité que par celle de la visibilité, par égocentrisme ou par intérêt financier, tout simplement vendre des produits dérivés de leur théorie. Il y a ensuite, après donc les auteurs, les producteurs des complots, si j'ose dire, des personnalités politiques, des people, des personnalités publiques, des people ou des hommes politiques qui se convertissent à ces théories et qui s'en font les représentants de commerce ou les courroies de transmission dans l'opinion publique. Elles prennent position publiquement, ces personnes, et eu égard au risque social que cela peut représenter, peuvent être a priori considérées comme sincères. Il y a enfin, évidemment, la masse des adeptes, composée de croyants non pratiquants et de pratiquants pas forcément entièrement croyants. Les personnes qui, elles, peuvent rester, ces personnes qui, elles, peuvent rester dans l'anonymat, ne sont pas forcément entièrement convaincues, elles n'adhèrent pas nécessairement à l'entièreté de l'hypothèse, mais il est clair qu'elles ne communient plus au discours officiel, voire peuvent être animés d'une hostilité à l'égard des institutions en place. Cependant, prendre position contre une mesure gouvernementale, qui est par ailleurs dénoncée par des complotistes, ne signifie pas s'être rangé derrière une théorie du complot. La distinction de ces 3 degrés de complotisme apparaît indispensable, tant un sceptique lambda ne peut pas être assimilé à un éventuel désinformateur professionnel, sauf à accepter de prendre le risque de l'enfermer dans ses doutes en tenant une posture anticomplotiste radicale, exerçant des polarisations sociales antagonistes et inconciliables. Celui qui doute n'a pas forcément de théorie explicative de ce qu'il interroge ou de ce qui l'interroge. Les enquêtes d'opinion, en l'occurrence une de l'IFOP, il y en a plusieurs, il y a eu plusieurs vagues qui ont été faites par l'IFOP pour notamment la Fondation Jean Jaurès et le think tank très anticomplotiste Conspiracy Watch. Donc les enquêtes d'opinion, en l'occurrence une de l'IFOP, permettent d'identifier les personnes les plus susceptibles que d'autres d'être sensibles au complotisme. Plus la personne vieillit et plus elle a un diplôme élevé, moins elle est a priori réceptive aux théories du complot. Plus une personne a des idées radicales, plus elle est susceptible d'être poreuse au complotisme, étant cependant entendu qu'aucun électorat, même modéré, n'y est totalement hermétique. Ainsi, même s'il n'était pas majoritairement complotiste, il y en avait proportionnellement 2 fois plus parmi les gilets jaunes que dans l'ensemble de la population. Grosso modo, 45 pour 21 à 22 dans l'ensemble de la population. Encore que là, ce sont les chiffres de 2019 et ils ont quand même quelque peu progressé depuis. Troisième point, la mentalité complotiste. On a distingué 3 degrés de complotisme. Y a-t-il quand même en commun une certaine mentalité? Alors, plusieurs instruments d'analyse ont été bâtis pour identifier psychologiquement le complotisme. Parmi eux, il y a la CMQ, la Conspiracy Mentality Questionnaire, que d'aucuns, oui, je parle fluently with a marvelous accent, que d'aucuns appellent donc par facilité l'échelle de Martin Bruder. 5 énoncés permettraient d'identifier une mentalité conspirationniste. Je vous cite les 5 énoncés. Beaucoup de choses très importantes se produisent dans le monde dont le grand public n'est pas informé. Bon. Deuxième proposition, les politiciens ne nous disent généralement pas ce qui motive réellement leurs décisions.
je me permets un tout petit commentaire intrusif. Ce sont quand même des propositions auxquelles, je dirais, il ne s'attache pas vraiment l'idée, je dirais, d'un raisonnement et d'une théorie, comment dire, forcément farfelue. Hein. Là, on est quand même avec des propositions qui sont susceptibles eh bien, de recueillir l'adhésion d'un assez grand nombre de personnes dans la population. Troisième proposition, les agences gouvernementales. On voit bien que le texte est, enfin que les énoncés sont d'origine nord-américaine. Les agences gouvernementales surveillent directement, étroitement, les citoyens. Quatrième, des événements qui, en apparence, ne semblent pas avoir de lien, sont souvent le résultat d'activités secrètes. Cinquièmement, il existe des organisations secrètes qui influencent considérablement les décisions politiques. Vous voyez quand même, évidemment, la progression, je dirais, dans la mentalité conspirationniste. Alors, ces 5 propositions, elles sont testées auprès de l'opinion publique, et l'IFOP l'a effectivement fait. Et ces enquêtes ont révélé que, séparément, chacune de ces affirmations recueillait l'approbation d'une majorité de Français, avec des taux d'accord allant de 54% pour des événements qui, en apparence, ne semblent pas avoir de lien, sont souvent le résultat d'activités secrètes, jusqu'à 84%, les politiciens ne nous disent généralement pas ce qui motive réellement leurs décisions. En outre, 38% des personnes interrogées s'étaient déclarées, lors de cette enquête, d'accord avec l'ensemble de ces affirmations. Cependant, la catégorie psychosociologique du complotisme est-elle aussi objective qu'il n'y paraît au premier abord, hein, car les anticomplotistes mettent dans le même ensemble des théories qui sont très éloignées les unes des autres, hein, puisque certaines portent sur des questions où la responsabilité humaine est nulle, hein, la Terre plate ou creuse. Certains pensent qu'elles le sont, mais en tout cas, ça n'est pas les hommes qui ont creusé la Terre. Hein, c'est la Terre qui serait supposée être creuse quand l'homme est arrivé. Deuxième catégorie de complotisme, des questions où la responsabilité humaine est, cette fois-ci, entière, le bombardement de Pearl Harbor, l'assassinat de Kennedy, et enfin des questions où la responsabilité humaine est possible, mais pas forcément exclusive, par exemple le réchauffement climatique. Cette diversité permet à l'anticomplotisme de dénoncer un phénomène d'ampleur, mais cela n'affaiblit-il pas leur position par la disparité, confinant peut-être à de l'incohérence. Quatrième point, le mécanisme ou les mécanismes du complotisme. Certains auteurs, donc sur la base de cette mentalité conspirationniste, ont proposé d'analyser le complotisme et d'essayer de dégager quels sont les mécanismes intellectuels qui conduisent à l'adhésion ou à la production d'une théorie du complot. Et certains auteurs, en l'occurrence c'est un sociologue français un peu touche-à-tout, pas universitaire, mais comment dire, un journaliste, dont j'avoue que les travaux m'intéressent assez régulièrement. Il est spécialiste en particulier de l'extrême gauche, c'est Christophe Bourseiller, et il a proposé d'analyser le complotisme comme une religion dont les points centraux du dogme seraient les suivants. Et je vous les donne en les ayant reformatés avec d'autres sources. Premier dogme, si j'ose dire, bien des choses présentées comme vraies sont en fait fausses. La conséquence, c'est que les médias mainstream mentent et le font sciemment. C'est le font sciemment qui est évidemment quelque chose d'important. Deuxième dogme, les choses ne sont pas telles qu'elles semblent l'être. Il faut donc par principe douter pour s'extirper du spectacle des apparences. Troisième dogme, rien n'arrive par hasard. Il y a donc, et c'est un point essentiel évidemment du complotisme, une cause cachée. Quatrième dogme, des événements apparemment distincts sont en fait liés. Et c'est un des points assez, je dirais, sympathique, je dirais, de l'analyse de Bourseiller, c'est que du coup, il en conclut qu'il existe pour le complotisme une providence inversée qui est à l'œuvre, une providence maléfique. Le complotisme présente plusieurs faiblesses intrinsèques, parmi lesquelles il est possible de relever celle-ci. Alors, je vais faire un inventaire à l'après-Vert. Peut-être faudra-t-il que dans le papier écrit, je réorganise cela. Mais ça me paraît important, évidemment, de le noter. Il tend à confondre, d'une part, une accumulation de faits avec une démonstration,
Et d'autre part, il confond donc la corrélation avec une relation de causalité. Ça, je dirais que c'est le b.a.-ba de la critique, je dirais, des thèses du complot. Deuxième faiblesse, il tend à assimiler un faisceau d'indices avec une preuve. Troisième faiblesse, il tend à surestimer l'investissement de l'intelligence de ceux qu'il considère comme comploteurs. Dans la même logique, il sous-estime l'incompétence et l'inconséquence. Dès lors, le complotisme néglige l'importance du principe de parcimonie, communément appelé le rasoir d'Occam. Dans un raisonnement, les explications non nécessaires doivent être éliminées. Autrement dit, l'explication la plus simple est sans doute la meilleure, et l'incompétence des politiques est peut-être plus crédible que leur machiavélisme. Autre faiblesse, il peut glisser, le complotisme, de l'identification d'un comploteur en raison de ses idées ou de ses actes, à son identification en raison de son être. C'est la loi des suspects, c'est l'appartenance d'une personne à une race ou à une classe. Il tend, ce complotisme, ensuite à pratiquer l'amalgame. Si une personne appartenant à un groupe pense une chose, tout le groupe est supposé y adhérer. Il tend à confondre la convergence des idées et d'intérêts avec une entente délibérée. Nul besoin, me semble-t-il tout de même aujourd'hui, c'est un commentaire personnel, d'un complot de la franc-maçonnerie, dans la mesure où tous les hommes politiques adhèrent, peut-être parfois sans le savoir, encore que, en fait, adhèrent à leurs idées. Il peut confondre aussi, ce complotisme, le profit ou l'intérêt avec l'investissement. C'est la fameuse question de à qui profite le crime. Si un événement profite à une catégorie de personnes, cela ne signifie pas que pour autant celle-ci soit à l'origine du processus. Et enfin, il sous-estime la difficulté à garder secret un complot, surtout s'il concerne de nombreuses personnes et s'étend sur un temps relativement long. Alors, comment, malgré ses faiblesses, le complotisme réussit-il à gagner du terrain? C'est le contexte informationnel du succès du complotisme. L'apparition, puis la démocratisation d'Internet et des réseaux sociaux a conduit à une dérégulation du marché de l'information, c'est ce que nous explique le professeur Bronner, la démultiplication des informations disponibles, possibilité pour chacun de donner son point de vue, son interprétation du réel et de les partager avec tous, a renforcé le phénomène du biais de confirmation. Chacun peut chercher et trouver les éléments qui vont dans le sens de ses intuitions et de ses compulsions idéologiques. Plus il y a d'informations disponibles, plus la probabilité d'en trouver qui conforte dans ses convictions est grande, et Internet peut donc moins favoriser le brassage des idées que l'amplification d'un entre-soi intellectuel, et ce d'autant plus que l'insularité cognitive peut être renforcée par les algorithmes des moteurs de recherche. Internet ne peut changer véritablement la donne que parmi les indécis, en fonction de ceux qui auraient été les plus actifs sur Internet pour défendre et illustrer la thèse à laquelle ils adhèrent, la visibilité d'une position étant confondue avec sa véracité. Les enquêtes d'opinion semblent d'ailleurs montrer que le public qui s'informe d'abord par Internet est plus susceptible que les autres d'être touché par le complotisme. Dans la mesure où une information devient très rapidement obsolète, les thèses du complot ne portaient auparavant que sur des événements majeurs, bombardement de Pearl Harbor en 1941, attentat de New York du 11 septembre 2001, ou alors sur des personnes extrêmement connues, Kennedy bien sûr, ou le pape Jean-Paul Ier. Cependant, étant donné qu'Internet est plus facile d'accès que d'autres médias et que le flux y est moins prégnant, il semblerait que des thèse du complot plus pointilliste aient tendance à se développer. Cela étant dit, ça c'est le contexte. Internet favorise plus le développement des thèses du complot que le bouche à oreille. Mais si Internet a donné une caisse de résonance aux thèses complotistes, dont elle ne disposait pas auparavant, Internet n'est que le vecteur. Et je vous propose maintenant, dans ce 6e point, de nous interroger sur les causes sociales, les causes profondes de l'expansion du complotisme. Les thèses complotistes n'auraient pas pris
racines dans une part importante de la population si le contexte social n'avait pas rendu l'opinion publique réceptive. Au cours des 40 dernières années, 4 révélations dans l'espace public ont favorisé, à mon sens, l'extension du phénomène complotiste. Première révélation, celle que les médias peuvent se tromper. 2 événements au cours, par exemple, de la décennie 1980, illustrent, je dirais, le fait que l'ensemble des médias sont allés dans le sens d'une thèse qui s'est révélée évidemment fausse. Le nuage radioactif de Tchernobyl, en avril 86, qui s'arrête à la frontière, le faux charnier de Timișoara, j'ai aucune sympathie pour les Ceausescu, mais enfin, le fait est que le faux charnier de Timișoara, en Roumanie, en décembre 89. Deuxième révélation que les pouvoirs publics peuvent mentir sciemment. Bon, alors, évidemment, il y a un certain nombre d'exemples, le plus connu étant évidemment le discours de Colin Powell à l'ONU en février 2003 à propos des armes de destruction massive en Irak. Troisième révélation, que la parole du peuple n'est pas prise en considération. C'est ce qui est arrivé, évidemment, avec le traité de Lisbonne de 2007, qui a repris l'essentiel des dispositions du traité de Rome de 2004, qui avait pourtant été rejeté en 2005, par référendum décisionnel en France et puis par référendum consultatif aux Pays-Bas. Et vous le savez bien, ce traité de Lisbonne, il avait été d'abord rejeté par les Irlandais en 2008, on les a reconvoqués aux urnes en 2009 pour qu'ils l'acceptent. Ça avait été déjà le cas pour les Danois, encore que pour le coup les Danois en 92-93, il y avait eu une modification des dispositions. Quatrième révélation, la révélation que le peuple peut s'exprimer en dehors des canaux officiels. C'est le cas des Gilets jaunes en France, qui sont nés hors syndicats et hors parti, où que ce peuple, il peut investir et finalement réussir à influencer un groupe social institutionnel. C'est le cas de la droitisation du Parti des Républicains aux États-Unis, sous l'influence notamment du Tea Party. Si le complotisme n'a pas de programme politique, il est en revanche un phénomène politique, dans la mesure où il traduit une défiance envers les institutions sociales, qu'il s'agisse des pouvoirs politiques, des médias ou encore de certaines entreprises, ce qu'on appelait auparavant le complexe militaro-industriel, ce qu'on appelle maintenant dans un autre domaine Big Pharma. Alors, quels sont les enjeux méthodologiques de ce complotisme ? Complotisme et anticomplotisme peuvent être analysés. C'est ce que je vous propose, je ne suis pas sûr de moi, vous me direz si ça vous paraît pas totalement confondant de bêtises, peuvent être analysés à l'aune de certains choix méthodologiques. Ils sont sans doute à leur corps défendant comme l'avers et le revers d'une même pièce. Complotisme et anticomplotisme sont le fruit, me semble-t-il, de la combinaison, pour parler en termes historiographiques, du spécialisme et de la longue durée. Leur analyse est d'abord inscrite dans le spécialisme. Ainsi, dans un premier temps, les argumentaires complotistes instrumentent-ils des faits particuliers, choisis parce que évidemment suggestifs. Cela conduit à avoir une vue partielle. Mais ces faits sont ensuite dotés d'une valeur exemplaire, d'une force significative plus grande que celles qui sont accordées à d'autres qui sont négligées. Autrement dit, l'indispensable spécialisme du départ sert de tremplin, grâce à des extrapolations, des généralisations, à une interprétation globale. Quant à eux, les anticomplotistes se complaisent justement dans des analyses ultra spécialisées, considérant, peut-être avec un certain aveuglement, que les thèses complotistes sont décrédibilisées quand seraient prouvées certaines de leurs erreurs, et dès lors refusent d'intégrer l'analyse de ces faits partiels dans une vue d'ensemble plus large. Dans un second temps, les faits singuliers sont absorbés par une vision inscrite dans la longue durée. Une thèse complotiste propose une interprétation globale qui, dès lors, néglige les détails, notamment la microchronologie. L'auteur ne s'embarrasse pas de contre-exemples et des nuances, il déroule une histoire dont les perspectives sont celles d'évolutions orchestrées dans l'ombre par certaines forces sociales.
Il s'avère que les anticomplotistes les rejoignent dans cette vision englobante de l'histoire, sur la longue durée, d'aucuns pouvant adhérer à l'idée d'un sens de l'histoire déterminé. Tous, en tout cas, s'accordent pour dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais comment le font-ils? Mus par quels principes philosophiques et, ou politiques? Et c'est là que j'en arrive au 8e point. Vous voyez, finalement, mais ça, 3 minutes, c'est sans doute suffisant. Au 8e point, la motivation politique de l'anticomplotisme. L'anticomplotisme se pare des vertus de la raison et de l'effort méthodologique, accusant les thèses complotistes de n'instrumentaliser que des affirmations péremptoires. Or, l'improbable n'est pas forcément impossible. La thèse insuffisamment prouvée n'est pas forcément fausse. En outre, plusieurs de ces traits courants semblent révéler que l'anticomplotisme s'inscrit dans une démarche plus politique que scientifique. Je vous en propose quelques-uns. Sa propension à assimiler un raisonnement iconoclaste ou une position dissidente à du complotisme. Son expression d'une indéniable condescendance à l'égard de la vulgarisation. Son objectif de favoriser le maintien du statu quo. On peut lire sous la plume de plusieurs anticomplotistes le fait qu'il faut absolument lutter contre le complotisme parce que sinon, celui-ci va pousser les peuples à la révolte. Certes, les anticomplotistes admettent qu'il faille éviter le déni de complot, car évidemment, il y en a eu au cours de l'histoire, les ides de mars, le 18-19 Brumaire en 8, bon, passons, le 13 mai 58, bon, et que le système politico-médiatique en place a sa part de responsabilité dans la défiance envers lui. Mais ils le font du bout des lèvres et de la plume. C'est vouloir distinguer... car vouloir distinguer entre théories plausibles et extravagantes conduit généralement à être suspect de complaisance, voire de complicité avec le complotisme. L'anticomplotisme connaît assurément en son sein une pente quelque peu manichéenne. D'ailleurs, la lecture attentive des enquêtes d'opinion, commandées par des organisations anticomplotistes, pourrait révéler cette orientation philosophique sous-jacente, quelque peu inavouée. Moi aussi, je fais du complotisme, non avoué, mais implicite. Je m'explique. Il apparaît assez facile de faire passer quelqu'un pour un adepte du complotisme, et ce, en mettant deux assertions distinctes dans une même phrase. À la question, en l'occurrence posée par l'IFOP, êtes-vous d'accord? Alors, je vous donnerai les chiffres si ça vous intéresse, mais à la limite, les chiffres, on s'en fiche. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante? Je la cite. Le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Il y a quand même bien deux assertions distinctes dans la même question, dans la même phrase. Alors, sur quoi les personnes interrogées ont-elles répondu? Sur la connivence ou sur la nocivité? N'ont-elles pas été, sinon piégées, du moins perdues par la question? Dans une autre enquête, alors c'est toujours l'IFOP, vous allez dire que je suis obsédé par l'IFOP, mais il s'avère que dans le temps passé, c'est vrai que je travaillais pour un organe de presse et il s'avère que c'était les sondages de l'IFOP qui étaient commandés par cet organe de presse et que j'étais chargé de commenter. Bon. Dans une autre enquête, donc toujours de l'IFOP, mais cette fois-ci en 2023, les Français ont interrogé sur ce que l'Institut de sondage, à la demande naturellement de son client qui paye l'enquête, appelle lui-même, je cite, des contre-vérités scientifiques. Alors, quelles sont les contre-vérités scientifiques, je cite, n'est-ce pas, entre guillemets, sur lesquelles les Français ont été interrogés? Eh bien, il y avait dans l'eau toute une série de contre-vérités scientifiques, n'est-ce pas? Le créationnisme, le réchauffement climatique ayant une cause naturelle et non pas humaine, ainsi que la construction des pyramides égyptiennes par des extraterrestres. N'est-ce pas là le signe que l'anticomplotisme n'est pas neutre, mais peut avoir un soubassement idéologique? Car le principe de la science n'est-il pas de tâtonner et de remettre sans cesse en cause les résultats antérieurs pour tenter de progresser dans la connaissance?
Analysé comme complotiste, celui qui n'adhère pas à l'état actuel et donc forcément provisoire de la science, ne correspond-il pas à un choix idéologique? Et je terminerai avec la stratégie idéologique, me semble-t-il, de l'anticomplotisme. De même que les thèses complotistes sont disparates, la démarche de l'anticomplotisme n'est pas uniforme. Il semble possible de distinguer, me semble-t-il, deux attitudes lorsqu'on lit les textes, deux attitudes, on peut les ranger dans deux catégories, deux attitudes anticomplotistes, l'une qu'on va qualifier de scientifique, l'autre qu'on va qualifier d'idéologique. La première démarche cherche à répondre à l'une ou l'autre des théories du complot. Par exemple, non, la Terre n'est pas plate ou creuse. Non, les chemtrails ne sont pas des agents chimiques délibérément répandus en haute altitude. Étant entendu que, évidemment, selon la loi de Brandolini, il faut plus de temps et d'énergie pour réfuter une thèse que pour la produire. Et évidemment, cela peut décourager et conduire, me semble-t-il, à la deuxième démarche. Il existe, en effet, un second positionnement anticomplotiste qui cherche à invalider par principe tout complotisme, moins pour critiquer des défaillances logiques de certaines théories du complot que par réflexe ou presque par principe idéologique. Je m'explique. Dans une thèse complotiste, il y a la combinaison de deux propositions. Première proposition qui est mise en exergue des faits ou des processus sociaux ont été longtemps ignorés, ils sont finalement découverts par l'auteur de la thèse et ces processus échappent au contrôle des acteurs ordinaires de la vie sociale. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, eh bien, elle consiste en une imputation de ces faits ou de ces processus à l'action d'un groupe caché agissant délibérément. Chacune des théories du complot se focalise en règle générale sur une cause principale, même si elle n'ignore pas toujours le fait qu'il y ait une multiplicité de facteurs. Or, je conclus, dans la dénonciation du complotisme, qu'est-ce qui est véritablement visé? Est-ce vraiment la seconde proposition, un groupe secret manipule, ou est-ce la première? Il y a à l'œuvre dans la société des transformations qui ne sont pas explicites, dont les finalités ne sont pas claires et auxquelles la masse n'a pas consenti. Mon hypothèse, c'est que c'est moins la seconde proposition qui est en ligne de mire de l'anticomplotisme idéologique, mais bien la première. Sous prétexte de dénoncer l'erreur de la seconde proposition, c'est en fait la première qui est visée. Je vous donne un tout petit exemple, j'en ai pour une seconde. Dans la thèse, mais alors évidemment, je prends un exemple facile. Après, on pourrait prendre d'autres exemples, et à l'écrit, je prendrai d'autres exemples. Eh bien, première proposition, la Terre est plate. Deuxième proposition, cela nous est caché. Bon, c'est bien évidemment la première proposition qui est principalement visée. La proposition selon laquelle la Terre est plate est fausse. Et par conséquent, la seconde l'est aussi. Personne n'a intérêt à dissimuler quelque chose d'erroné. Bon, eh bien, il en va de même, me semble-t-il, dans les autres thèses complotistes, ou disons dans un certain grand nombre d'entre elles. D'aucuns pourraient considérer que cet affrontement, réactive une nouvelle forme de lutte des classes. Vous aurez ça par écrit. Et il est bien évident que, et je conclurai là-dessus, que, dès lors, adhérer, voire s'investir dans une théorie du complot, répond aux deux propositions que répond et illustre les deux propositions que constitue cette thèse complotiste. Première proposition, en s'investissant et en adhérant dans une thèse du complot, on se réapproprie son destin. Et deuxième élément de la proposition de la thèse complotiste, à laquelle on répond en adhérant ou en s'investissant dans une thèse du complot, on s'exonère de sa responsabilité dans la situation que l'on vit. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'avais quelques points de conclusion, mais je crois que c'est véritablement trop long. Je vous remercie de votre attention.